Alors la première chose, c'est que je me suis intéressé à ces sujets pour des aspects personnels, d'abord, à la suite d'une expérience personnelle très particulière, et puis parce que travaillant moi-même sur l'ensemble des sujets de la diversité, j'ai bien sûr abordé le sujet de l'égalité professionnelle entre mes femmes, dont je pense d'ailleurs, on y reviendra si vous le voulez, que c'est la mère de toutes les batailles de la diversité. Et je me suis rendu compte, en fait, je ne suis pas seul à faire ce constat, qu'en gros, sur 30 ans, même si ça blesse un certain nombre de personnes qui sont engagées, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, en 30 ans, il ne s'est pas passé grand-chose, et on peut même parler d'échec, globalement, de l'égalité professionnelle entre mes femmes en France. En gros, si vous avez en tête la loi Roudy en 83, c'est la première loi sur l'égalité professionnelle. Entre cette loi et maintenant, 30 ans, finalement, la répartition des tâches à domicile est à peu près la même, et on a toujours des comités de direction qui sont massivement masculins, plus de 90%, et donc toujours un problème important d'accès des femmes aux postes à responsabilité, le fameux plancher de verre. Et puis toujours des métiers très sexués entre mes femmes. Donc globalement un échec. Alors à partir de là, on peut se dire pourquoi, comment, etc. Et une des réflexions était de dire, et si on n'avait pas oublié les hommes? Bon. Et effectivement, la question est logique, puisque finalement l'égalité professionnelle, elle se fait dans le monde professionnel, qui est un monde massivement masculin. Donc bien évidemment, ignorer les hommes là-dedans paraît un peu curieux a priori. Et puis que les questions de disponibilité posent de toute manière évidemment l'implication, l'investissement des hommes dans la sphère privée. Donc pour ces deux raisons, il y avait effectivement une certaine logique à s'intéresser à ce sujet. Le fait est que ça a été assez peu fait, ou quand ça a été fait, ça a été raté. Ça a été assez peu fait parce que il faut reconnaître là aussi qu'un certain nombre de femmes qui sont engagées dans le sujet de l'égalité professionnelle, venant de certaines branches du féminisme, ont souvent vu la question comme je dirais une question d'émancipation des femmes par rapport aux hommes, ou même de lutte entre les femmes et les hommes sur ce sujet-là. Et donc elles ont eu un langage qui a été finalement relativement soit agressif, soit culpabilisant, qui aurait pu marcher, mais qui a raté. C'est absolument clair, ça n'a fonctionné nulle part. D'autre part, il y a eu d'autres essais d'impliquer les hommes positivement sur le sujet, à la fois leur montrant qu'en tant qu'hommes, ils pourraient trouver un intérêt à lever le pied professionnellement pour mieux s'investir dans la vie de famille. Ça n'a pas marché non plus. Voilà, en fait, tout ce qui a été essayé, en gros, soit en positif, soit en négatif avec les hommes, n'a pas marché avec des hommes dont il faut reconnaître qu'ils n'ont pas démontré un intérêt a priori pour le sujet. Globalement, et je suis très heureux ici d'avoir un certain nombre d'hommes, globalement, quand il y a une réunion sur l'égalité professionnelle, en entreprise ou hors entreprise, vous avez entre 90 et 100% de femmes et grosso modo, au maximum, 10% d'hommes. Donc, à tout point de vue, on est sur un blocage. Ma conviction était que on s'était trompé dans un certain nombre d'analyses et que il fallait reprendre le problème avec les hommes mais d'une autre manière, et qu'il fallait notamment commencer à poser le problème non pas comme un problème de femmes, mais un problème beaucoup plus général aux hommes et aux femmes d'articulation entre vie privée et vie professionnelle. Et s'agissant d'hommes en particulier et d'entreprises en particulier, j'ai choisi à un moment, il m'a semblé évident à un moment de dire que il fallait commencer par parler à l'entreprise. Il y a des lois, il faut des lois bien sûr, mais qu'il fallait d'abord, on ne pouvait pas tout faire par les lois. Jamais aucune expérience n'avait marché uniquement par la contrainte, et la solution d'augmenter la contrainte n'est pas une solution suffisante. Il y a un moment où ça bloque. Donc il fallait arriver à montrer s'il y avait quel intérêt une entreprise, une organisation, publique ou privée, pouvait trouver à l'égalité professionnelle. Je me disais que si on arrivait à faire ça, alors on aurait là un levier extrêmement intéressant qui pousserait beaucoup l'action et qui décentrerait finalement le débat de la question des femmes, mais pour le reposer sur la question de la performance. Alors si vous voulez bien, je vais vous présenter quelques slides pour expliquer ça, pour expliquer en fait comment est-ce qu'on pose ce sujet de la performance en entreprise et les implications que ça a. Et puis on verra après, dans un second temps, effectivement, comment j'ai été plus loin à un moment avec l'association Mercredi c'est Papa, que j'ai fondée donc en 2011, le programme Happy Men en 2013. Alors, quel intérêt pour l'entreprise? En fait, il y en a 6 qui sont assez simples. Le premier, c'est la conformité avec la loi, bien évidemment. Vous savez qu'aujourd'hui, la loi, depuis 2010, il y a des sanctions qui ont été prévues donc, pour les entreprises qui ne respecteraient pas du tout l'égalité professionnelle. La sanction théorique
est extrêmement lourde, 1% de la masse salariale. Elle est théorique, elle n'a jamais été appliquée comme telle. Elle est théorique puisque, en fait, c'est une entreprise qui ne ferait absolument rien et qui résisterait même délibérément aux injonctions, qui supporterait une telle pénalité. N'empêche que le mot de 1% a quand même fait réfléchir. 1% de la masse salariale, c'est juste monstrueux. Et pas une entreprise ne peut imaginer avoir de telles pénalités. Donc déjà, ça a commencé à faire bouger les choses, effectivement. Et je dirais que toute entreprise aujourd'hui doit respecter la loi, au minimum. Ça ne mange pas de pain, ça va pas très loin de respecter la loi, mais au moins faut-il respecter la loi. Deuxième chose, il y a en général, en tout cas c'est vrai pour tous les grands groupes, des accords internes, obligés par la loi, là encore, qui font que, voilà, on établit un certain nombre de règles, d'objectifs, de rattrapage salariaux, qui vont faire que on va essayer d'améliorer les choses en termes d'égalité professionnelle. Et donc là, on est obligé aussi de mettre en place les accords quand ils sont établis entre la direction et les organisations syndicales. Je vais passer à l'image employeur. On comprend assez bien ça aussi. Une entreprise qui serait que masculine et qui aurait des comportements qui à un moment ou à un autre seraient clairement sexistes pourrait en supporter un retour de bâton d'image considérable. Prenez un autre exemple dans le domaine du racisme. Quand Jean-Paul Guerlain a eu des propos malheureux sur les nègres, en l'occurrence, ça a généré une flambée mondiale. Sur Twitter, ça a été un carnage. Et Guerlain a eu des dizaines de manifestations devant leur boutique. Donc, plus personne ne peut aujourd'hui se permettre de prendre des risques d'image à ce point sur des sujets de société aussi consensuels finalement. Il y a d'autres domaines qui sont moins consensuels, mais celui-là est en tout cas très consensuel. Image corporate aussi, on est dans une guerre de talents, même si on a un chômage énorme, il y a quand même une guerre de talents effective, et aujourd'hui, si les entreprises, si les grands groupes veulent recruter les meilleurs profils, garçons ou femmes, dans les grandes écoles et universités, un moment ou un autre, il faut que ces entreprises soient appétantes pour les femmes. Si ces femmes se rendent compte qu'au bout de 4 ans, il ne reste plus une femme dans les différents étages de la hiérarchie, bien évidemment, elles seront moins tentées de postuler pour ces entreprises, et donc ces entreprises se priveront de 50% des talents du marché, à peu près 50% selon les, en tout cas d'un grand nombre, selon les formations, le pourcentage diffère, mais disons d'un grand nombre de talents potentiels, et donc c'est bien sûr un appauvrissement potentiel de l'entreprise. Business, c'est à la fois facile à comprendre et à la fois impossible à démontrer. Business, en fait, ça se comprend très bien. En gros, vous avez entre 70 et 75% des décisions d'achat qui sont prises par les femmes. Ça va en France, c'est vrai dans à peu près tout l'Occident, sauf en Asie. En Chine, c'est 50%. Mais en tout cas, les femmes sont au moins à 50%, sinon 75% en moyenne des décisions d'achat. Donc, elles sont massivement acheteuses et elles ont des manières d'acheter qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des hommes. Sur des produits, aussi bien les voitures, les produits bancaires, voilà, et choses qui ne sont pas spécialement... donc, en toute logique, une entreprise a intérêt, dans son marketing ou dans sa communication, à s'adresser de manière intelligente aux femmes et donc à avoir dans ses équipes des femmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'un homme n'est pas capable de s'adresser à une femme, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas s'adresser à un homme, mais évidemment, c'est pas aussi trivial. Mais on peut comprendre effectivement qu'on ait intérêt à une certaine mixité des équipes pour mieux répondre aux besoins diversifiés du marché et en particulier aux décisions d'achat très majoritairement féminines. En analogie, on peut très bien comprendre ça en comparant à ce qui se passe dans les pays émergents. Si vous voulez implanter votre entreprise en Chine, vous allez bien évidemment vous dire au bout d'un temps qu'avoir une équipe 100% franco-française, ça pose un problème et que vous avez intérêt à avoir 2-3 Chinois dans votre équipe. Ça tombe sous le sens. Bon, là c'est pareil, ça tombe sous le sens, mais c'est indémontrable techniquement. On n'a jamais démontré, on pourrait le montrer peut-être très ponctuellement, mais on n'a jamais démontré que le fait de mettre des femmes dans une équipe va produire directement une performance business très supérieure. Mais par exemple, vous avez plein d'entreprises type Renault qui, ayant 5% d'hommes, 5% de femmes dans leur vendeurs en concession, sont passés à 35% en 5 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, ça ne pouvait pas durer et qu'on avait intérêt à avoir différents profils. Et là encore, c'est pas les hommes vont aller voir les hommes et les femmes vont aller voir les femmes, c'est pas aussi simple que ça. Des hommes préfèrent voir des femmes préfèrent voir des hommes, etc. Mais c'est vraiment une plus grande diversité de profils pour répondre à la plus grande diversité des acheteurs. Beaucoup plus intéressant pour nous, je crois, c'est la partie management et performance économique. Alors, McKinsey, je vais venir sur la slide suivante. McKinsey, donc organisme de conseil que vous connaissez bien, je pense, a fait une étude remarquable en 2007. Ils ont continué chaque année depuis. Remarquable en 2007, où ils ont, pour la première fois, réellement démontré, là, ils n'ont pas été les seuls, il y en a eu plein d'autres après, qui ont toujours été dans le même sens, à quelques pourcentages près. Ils ont remarquablement démontré que les entreprises les plus féminisées dans leurs instances de direction, CODIR, COMEX, comité de direction, comité
exécutifs, avaient une performance très significativement supérieure aux autres. Alors, voilà. Alors, donc, l'étude Women Matter, en gros, il montre, j'ai pris ici deux indicateurs, mais ils en montraient 5. Donc, rentabilité sur fonds propres ou résultat d'exploitation, plus 10% pour l'un, plus 48% sur l'autre. C'est juste des chiffres, là encore, monstrueux. Si on se dit qu'effectivement qu'on peut théoriquement augmenter son résultat de 50% si on a une politique qui est une véritable égalité professionnelle, ça fait évidemment réfléchir et on ne peut pas tourner autour du pot dans ce cas-là. Donc première chose, effectivement, vraie démonstration d'une performance nettement supérieure de l'entreprise dès lors qu'il y a féminisation des instances de direction. Féminisation, en gros, c'est plus de 30% de femmes dans les instances de direction. C'est le chiffre qu'il faut retenir. Alors, à partir de là, comment est-ce que ce résultat s'explique? C'est quand même curieux, quand même. Curieux, on peut se dire, c'est quand même bizarre. Est-ce que, imaginons un comité de direction avec 10 personnes, 10 hommes, on enlève 3, on met 3 femmes, et il y a 50% en plus de rentabilité? Ça paraît quand même bizarre, non? Je sais pas, j'ai beaucoup de respect pour les femmes, mais j'ai quand même du mal à imaginer que mettre 3 femmes dans une équipe de 10 personnes produit 50% de plus. C'est évidemment pas ça. C'est pas le parachutage de 3 femmes dans une équipe d'hommes qui va produire 50%. Ce qui produit 50% de progression sur le résultat d'exploitation, c'est ce que montre très bien McKinsey. Et je vais dire deux mots dessus parce que c'est très souvent mal compris. Et quand vous entendrez parler de cette étude dans la presse, dans les médias, en général, on vous dira McKinsey a prouvé que plus il y a de femmes dans un comité de direction et plus la boîte est performante. Ils n'ont jamais dit ça. Enfin, ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit qu'il y a un lien de causalité, mais un lien de corrélation, ce qui est radicalement différent. En fait, McKinsey dit voilà, il y a effectivement deux choses qui sont corrélées, c'est la performance économique et la mixité des instances dirigeantes. Et elles sont corrélées par l'excellence organisationnelle et managériale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que McKinsey dit si ces boîtes qui ont beaucoup plus de femmes dans les instances de direction surperforment, c'est pas tant parce qu'il y a 3 femmes dans le comité de direction, évidemment pas, c'est parce que ces boîtes ont été amenées de l'entrée des femmes jusqu'à leur accès aux plus hautes responsabilités, c'est-à-dire sur à peu près 25 ans de carrière, à éliminer toutes les barrières à l'accès des femmes aux responsabilités. C'est qu'en fait, ils ont fait un re-engineering managérial et organisationnel, et ils se sont dit, voilà, chaque fois qu'on perd un nombre de femmes, pourquoi on le perd? D'où ça vient? Est-ce que c'est leur choix perso? Ça arrive. Ou est-ce que, beaucoup plus que ça, c'est que notre manière de faire, notre manière d'être, les règles implicites ou explicites, éliminent ces femmes. Quand on est par exemple avec des mères de famille dont on sait qu'elles prennent en charge entre 70 et 80% des responsabilités familiales, si on a des réunions régulièrement à 8 h le soir, on sait très bien qu'on va perdre des femmes beaucoup plus que des hommes. Parce qu'effectivement, les hommes peuvent le faire et là c'est la question des stéréotypes sur lesquels on pourra revenir, n'ont pas le choix de le faire, mais les femmes, effectivement, à un moment ou à un autre, elles investissent beaucoup, elles ont les 2 charges de travail, le double fardeau qui devient très important, pardon. Et il y a un moment où, en fait, constatant que malgré leur investissement professionnel lourd, finalement, les trains ne s'arrêtent jamais devant elles pour les promotions ou les hausses de salaire, ou du moins que leurs collègues se démotivent. Et soit elles restent dans l'entreprise mais démotivées, soit elles quittent l'entreprise. Et donc on va avoir effectivement un gâchis de compétences. Et au contraire, quand on arrive à revoir toutes ces règles, autre exemple, par exemple, j'ai travaillé récemment pour une banque pour être nommé au comité de direction, il fallait avoir fait 3 postes en province. Bon, 3 postes en province, l'expansion, statistiquement, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme que pour un homme. Beaucoup plus. Parce que comme les salaires sont plus hauts pour les femmes, plus haut pour les hommes que pour les femmes, en moyenne, à 70% en France, en fait, quand il y a un salaire à sacrifier, on sacrifie logiquement, rationnellement, pas seulement le salaire de la femme, mais le salaire le moins haut. Et donc, logiquement, les femmes vont suivre leur conjoint, perdre leur boulot, et si elles ont ou du moins trouver un autre job, et si elles ont 3 postes à faire en province, elles ne vont pas pouvoir faire ces 3 postes, et elles n'accéderont pas au poste de direction. C'est plein de choses comme ça, parfois toutes petites, parfois toutes simples, parfois plus complexes, parfois très culturelles, qui en fait empêchent les femmes d'accéder au poste à responsabilité. Alors, ça produit quoi? Il y a une autre façon de comprendre le problème. Donc on a vu avec McKinsey qu'il y a une forte hausse potentielle dès lors qu'on est capable de faire ce re-engineering managérial qui élimine les barrières à l'expression des compétences des femmes. On peut le voir de manière négative. Et moi, je trouve ça encore plus intéressant, en fait. Parce que finalement, quand on dit faire mieux,
toutes les entreprises, on a tous un truc comme ça sur le bureau, sur faire mieux. Donc, ok, on peut faire mieux en ayant plus de femmes, en faisant un re-engineering, mais on peut aussi faire mieux en vendant plus, etc. C'est pas si simple. Faire mieux, il y a mille. Bon. Là, en fait, c'est arrêter un robinet où on perd du fric, beaucoup d'argent tout le temps, là, sans le voir tout de suite, maintenant. Un énorme robinet sous le plancher où on perd énormément de talent. En fait, en gros, j'ai pris un exemple là, mais c'est un exemple qu'on retrouve très souvent de boîtes de conseil. Dans la banque, c'est pareil. Mais là, en l'occurrence, c'est une courbe qu'on retrouve chez Accenture, chez Deloitte, dans tous ces grands cabinets de conseil. On embauche à 50-50 exactement, garçons et filles, jeunes diplômés, avec un niveau de diplôme qui, en théorie, permettrait d'aller vers les hautes sphères de l'entreprise. Ça coûte cher à embaucher des jeunes gens de grandes écoles. Il faut les chercher, il faut machin. Là, bon, on les embauche, on les développe, on les forme, ça coûte cher. Petit à petit, en 20 ans, on va perdre à tous les 5 ans à peu près, alors ce serait plus vrai avec une courbe en escalier, mais dès lors qu'on passe de cadre à manager, on perd déjà 20% des femmes, on en perd 40% là, et on arrive à moins de 10% au bout dans les COMEX et CODIR. C'est-à-dire qu'en gros, sur 20 ans, on a perdu entre 90 et 100% des femmes qui avaient été embauchées pourtant avec les mêmes compétences que les garçons. Même compétences, même potentiel, même investissement pendant au moins 5 ans, 5 à 10 ans de l'entreprise. Et puis ces femmes, soit, alors elles ne sont pas là, soit parce qu'elles sont restées mais se sont mises en haut libre, courant dans l'univers de la banque, c'est-à-dire voilà, je sais que je ne serai pas nommé, mais bon, je suis là, je reste, ok, c'est acquis, c'est fini pour moi, je fais mon job et j'ai ma vie, ma vie à côté. Ou alors effectivement elles démissionnent. Et là en fait, il faut se dire que si on part à 50-50 entre garçons et filles, en gros, il y a différentes études que j'ai croisées pour arriver à ça, mais on retrouve aussi le chiffre de femmes obligatoires dans les conseils d'administration de 40%, si vous vous souvenez. En gros, si on part à 50%, on devrait 20 ans plus tard arriver à 40%. On sait qu'il y a des femmes qui vont suivre leur mari, on sait des femmes qui vont faire le choix, mais un vrai choix, d'arrêter de travailler. Ça, on n'y peut rien. La boîte n'y peut rien. Donc, passer de 50 à 40, c'est-à-dire perdre 20% des femmes, c'est comme ça, c'est dans notre culture actuelle, toutes choses étant égales par ailleurs, on n'y peut rien. Tout ce qui est en dessous, tout cet énorme truc-là, cette énorme surface, en fait, c'est le gâchis des talents des femmes. Et ça, c'est un énorme gâchis d'argent pour l'entreprise. C'est de la perte de talent pour l'entreprise. Et là, c'est aujourd'hui, voilà. Chaque entreprise qui a une courbe comme ça, et elles l'ont pratiquement toutes, peuvent être certaines qu'elles ont un énorme gâchis de talent de femmes. Et savoir que, et là encore, c'est pour ça que je disais précédemment que c'est la mère de toutes les batailles, que si elles gagent des talents de femmes, c'est parce qu'elles n'ont pas réfléchi véritablement aux enjeux d'articulation, de leur articulation vie privée et vie professionnelle de leur management, et qu'elles gâchent aussi tout un tas de talents d'hommes qu'elles ne voient pas, d'hommes qui ont en charge de familles plus impliqués, soit qui veulent être plus impliqués, soit qui sont pères divorcés, garde d'enfants, soit que le conjoint femme n'est pas là, n'est plus là, veuf, des parents dont ils doivent s'occuper, peu importe les raisons, mais il y a un tas d'hommes effectivement qui eux aussi enfants handicapés, qui ont des contraintes particulières de famille et qui vont eux aussi soit se mettre en roue libre, soit quitter l'entreprise, parce qu'on ne leur permet pas finalement d'avoir une expression de leur talent comme les autres. Et donc c'est un énorme gâchis de talent auquel on a accès dans l'entreprise. Donc la première, il y a en fait pour moi deux manières de montrer l'enjeu pour l'entreprise de l'égalité professionnelle. C'est un, vous avez beaucoup à y gagner. Deux, beaucoup à gagner demain. Deux, aujourd'hui, vous avez beaucoup à y perdre en ne fermant pas ce robinet énorme de talent féminin qui s'en va de chez vous du matin au soir. C'est clair là-dessus? N'hésitez pas à m'interrompre, hein, on est entre nous, donc peut pas. Bon. Alors, une fois qu'on a vu ça, ok, bon, on voit où est le problème. Pour l'entreprise, il est important, il est même stratégique. 50% de revenus ou pas, un tel gâchis de talent, c'est considérable. Donc, on ne peut pas ignorer ça. À partir de là, on se dit, mais finalement, comment résoudre ce problème? Et là, il y a une étude qui me passionne, qui est une étude qui a été faite par l'APEC en 2008 sur les femmes cadres. Je ne sais plus combien de femmes cadres, mais c'est une étude considérable. Sur, voilà, pour vous, femmes cadres, d'où vient le plafond de verre? D'ailleurs, elle cite 5 éléments avec une occurrence un peu différente. Donc, premièrement, préjugés des hommes, 54%. Deuxièmement, management, et elle parle de présentéisme en particulier, 48%. Maternité, 37%, carrière du conjoint, 21%, et préjugés des femmes sur elles-mêmes, 18%. Alors, je ne sais pas vous, moi, il y a déjà un chiffre qui m'a frappé, c'est celui-là.
j'aurais imaginé qu'il aurait été là. Bon, il n'est pas du tout, il est en troisième position, ce qui déjà relativise la question de la maternité. On va passer sur la carrière du conjoint. Bon voilà, il y a des femmes qui suivent leur conjoint, c'est comme ça, on ne va pas y faire grand-chose là. Préjugés des femmes, non, je vais plutôt commencer là. Préjugés des hommes, donc 54%, c'est quoi? Ce sont tous les préjugés des hommes sur les femmes et le pouvoir. Elles ne sont pas assez assertives, elles sont trop émotionnelles, elles sont trop gentilles, elles sont machin, elles ne sont pas d'autorité. Enfin, je vous fais pas un dessin, vous avez eu 2 conférences sur les stéréotypes. Voilà, c'est tout ce qui, elles n'aiment pas le pouvoir, elles ne sont pas faites pour le pouvoir, donc on ne va pas les nommer au pouvoir évidemment. Donc préjugés des hommes, et puis le pouvoir, c'est quelque chose c'est vraiment une psychologie très, très masculine et assez virile finalement d'exercice de pouvoir. Deuxièmement, le management, c'est effectivement tout ce qui concerne l'organisation du travail, c'est exactement ce dont parle McKinsey, hein. Ce sont toutes les règles, les horaires de réunion, les déplacements, les machins, enfin, tout ce qui fait que c'est compliqué, c'est plus compliqué pour une femme d'avoir, quand on prend un 4/5e, on apparaît comme mettant sa vie privée devant sa vie professionnelle, aux horreurs, et on est de fait mis relativement sur le côté par rapport à d'autres profils. Donc là, on est vraiment dans le fonctionnement même de l'entreprise. C'est ça, en fait, que ces femmes pointent. Préjugés des femmes sur elles-mêmes, c'est vrai, c'est-à-dire femmes qui ne sont pas assez assertives, statistiquement, c'est parfaitement vérifié, pas assez assertives, qui expriment pas assez leurs souhaits de pouvoir, qui ont peur elles-mêmes d'être vues comme viriles et devenues un vrai mec parce qu'elles accéderaient à des postes de pouvoir, et donc ils vont s'auto-limiter. Alors, c'est vrai que ces stéréotypes existent, et amusant, en fait, quand on regarde ce qui se passe dans l'entreprise pour régler la question de l'égalité homme-femme, où est-ce qu'on investit? On investit là. Et uniquement là. Uniquement là. Uniquement là, pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils se disent, les pauvres filles, elles n'y arrivent pas, alors on va les aider, on va être sympa. On va leur donner du coaching, du mentorat, des réseaux de femmes, parce qu'elles n'y arrivent pas. Elles ne sont pas comme nous c'est naturel, on y arrive, mais elles n'y arrivent pas, alors on va les aider, les pauvres. Et en fait, on fait quoi? On renforce les stéréotypes. On ne fait que dire en faisant ça qu'on est sympa, certes, soit, mais qu'elles ne sont pas capables. Et qu'il faut drôlement les aider parce que sinon, elles n'y arriveraient jamais. Donc en fait, on renforce le stéréotype et encore plus malin, on touche ni à ça, ni à ça. On dit en fait aux femmes, vous êtes responsables de ce qui vous arrive. Et ça tombe bien parce que ce sont des femmes qui, en immense majorité, posent le problème dans les organisations. Ben voilà, oui, c'est vrai, vous voulez changer ça, etc. Vous avez raison, changez-vous. Et vous y arriverez. On va vous aider, on est sympa, mais on ne change rien au reste. Hein? Et c'est vraiment, je trouve que quand on voit ça, on se dit, c'est vraiment changer les femmes pour que rien ne change. Le tout petit truc à 18% là, on met tout l'argent là-dessus. Tout l'argent, pas beaucoup d'argent. Pas tant que ça. Coaching, mentorat et réseau de femmes, ça ne coûte pas très cher. On ne touche pas à ça, qui est une vraie réflexion sur la vie de l'entreprise. Hein? Et on ne touche pas à ça, c'est le préjugé des hommes. Donc finalement, on touche un peu aux femmes, et rien ne change. Et ce n'est pas par hasard que rien n'a changé, parce qu'effectivement, rien n'a changé. Alors ce qui montre là, effectivement, toute l'importance de s'adresser aux hommes, puisque là, la masse, ce sont les préjugés des hommes, et le management, il dépend des hommes, puisque les hommes ont 90% du pouvoir. Bienveillance, la plupart des cas. Dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me dire, dans la plupart des cas, c'est-à-dire en fait, je vais me dire, voilà, cette femme, elle a 3 enfants, etc., c'est même pas la peine que je propose ce poste de commercial terrain. Même pas la peine. Elle dira non. Je ne lui demande pas. Je ne sais pas quelle est son organisation. Je ne sais pas comment elle fonctionne par rapport à un conjoint, etc. Je n'en sais rien. Parce qu'elle est une femme, je ne le propose pas. Mais je ne me pose pas de questions parce que je suis bienveillant. Donc, j'ai aucun frein. J'y vais direct. Bon. Hein? Et puis, troisièmement, dans mon management à moi, perso, il y a des enjeux. C'est ma manière de manager qui, dans mon équipe, va permettre de valoriser ou pas les talents. Si je pense qu'un manager, c'est celui qui arrive toujours le premier et qui part toujours le dernier, qu'est-ce que je vais signifier à mes collaborateurs? Bosser plus. Pardon? Bosser plus longtemps. Bosser plus et que pour arriver au pouvoir, de toute façon, il faudra faire comme moi et que je les nommerai s'ils font comme moi. Bon, c'est déjà, ça élimine plein de gens, par exemple. Si je fixe les réunions à 8 heures tous les soirs, il y a des métiers où on n'a pas le choix, où il faut faire réunion à 8 heures le soir. À un niveau de pouvoir, on n'a parfois pas le choix. Mais à beaucoup d'autres niveaux, dans beaucoup d'autres métiers, on a le choix. Pourquoi est-ce que la France est le seul pays où on termine régulièrement à 9 heures le soir quand on est cadre? Ni dans les pays latins, ni encore plus dans les pays anglo-saxons, toute l'Europe du Nord, Allemagne, Angleterre, États-Unis, les bureaux sont fermés à 6 heures.
Est-ce qu'ils fonctionnent beaucoup moins bien que nous? Ça se saurait, hein. Bon, j'ai pas l'impression. Bon. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même le contraire, évidemment. C'est même le contraire. Alors, c'est même le contraire, mais attention, il faut voir aussi que nous, on a des choix qui sont... Enfin, je veux dire, c'est pas neutre. Hein. Nous, on a fait des choix. Alors, c'est un choix historique. Hein. C'est un choix de psychologie du travail qui est très spécifique à la France. On en parlera après, si vous voulez, parce que c'est un peu long. Mais les Français ont une relation au travail qui est un investissement affectif et psychologique dans le travail qui est le plus haut du monde. C'est étonnant. Mais on a fait des choix politiques aussi qui poussent à ça. Aujourd'hui, si vous voulez, avec les 35 heures, les cadres ont en moyenne entre 8 et 9 semaines de congés payés. Le reste de l'Europe a moitié moins. Les États-Unis ont un quart. Il y a un moment où aussi il faut quand même bosser. Si vous avez 9 semaines de vacances et vous finissez à 5 heures, bon, ça commence à être compliqué, quoi. Hein, donc voilà, il faut quand même prendre tout ça en compte. Hein, c'est pas simple. Sauf que les 9 semaines avant n'existaient pas et pour autant le phénomène de travailler. Vous avez raison, existait. Donc, on ne peut pas à un moment donné, enfin voilà, et on sait très bien qu'on a une productivité en France qui est beaucoup plus importante par rapport à d'autres pays sur nos capacités de. Alors c'est discuté ça, Enfin bon. Mais en tout cas voilà. Avant, il n'y avait pas de RTT ou je sais pas quoi. Voilà. Les gens restaient jusqu'à 8 heures. Voilà, effectivement. Et effectivement, si on n'est pas là jusqu'à 8 heures, c'est pas bien. Vous avez raison. Donc il y a un esprit français qui est très spécifique là-dessus, très ancré, qui est très vraiment oui, c'est une manière française. Hein. Et en plus. C'est lié à la culpabilité judéo-chrétienne, hein, c'est surtout ça en fait. Non, c'est aussi. Non, c'est aussi que je suis responsable de mon travail beaucoup plus que les autres. Vous voyez, dans un contrat américain, vous faites votre contrat, point barre. Ça brûle à côté, c'est pas votre problème. En France, c'est pas ça du tout. Un Français, il dit la manière dont je conçois mon travail, c'est que. C'est une phrase qu'on a tous entendue. Vous dites cette phrase à un Américain, il dit mais ça va, oui. T'as un problème, toi. C'est pas à toi de concevoir ton travail. Tu fais ce qu'on te demande, point. C'est radicalement différent. Mais si ça vous intéresse, il y a un gars qui a écrit là-dessus qui est extraordinaire, qui s'appelle Philippe Diribarne, qui a fait un bouquin qui s'appelle La logique de Philippe Diribarne, La logique de l'honneur. Il analyse le contrat de travail, enfin, plutôt la relation au travail entre Français, Hollandais et Américains, si j'ai bonne mémoire. C'est passionnant, hein, passionnant. Et il montre, c'est pas le sujet, mais il conclut juste en disant qu'on peut faire travailler très bien un Français, on peut faire travailler très bien un Américain. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est faire travailler un Français dans un contrat américain et un Américain dans un contrat français. Bon, mais voilà, donc c'est vraiment une chose. En tout cas, ce qui est important là, c'est de se souvenir qu'un manager, dans son management de tous les jours, il discrimine ou pas, il valorise tous les talents ou pas. C'est directement dans son beau, dans sa capacité managériale, dans la manière dont il organise son management et dans la manière dont il prend conscience de ces stéréotypes pour ne pas être transformé en préjugés. Dernier élément. Alors, donc là, en fait, la question qu'on pose très brutalement, hein, c'est ce qu'on te dit là, c'est que l'égalité pro, si tu rentres dans le truc et que tu apprends en fait ce que ça peut t'apporter professionnellement, c'est te permettre d'être un meilleur manager. Donc là encore, la question est claire. Où tu veux rester moyen manager ou tu veux devenir bon manager. Si tu veux rester mauvais, tu me le dis, mais moi ça m'étonnerait un petit peu, quoi. Enfin, je pense que tu as intérêt à devenir bon. Et là encore, c'est une phrase qui, de même que celle-là, c'est ton boulot que de participer à ça, c'est ton boulot que de devenir meilleur manager. Et si tu ne le deviens pas, les autres passeront devant toi et tu resteras sur le carreau. On emploie des termes qui sont très compétitifs, très classiquement masculins, hein, et qui marchent très bien. Et puis troisième plan, là on passe au perso, mais uniquement en troisième. Si vous n'avez pas dit ça, d'abord le collectif, puis ta performance professionnelle à toi, vous ne pouvez pas aborder ça. Si vous abordez ça, vous n'êtes pas entendu. Hein. Donc le troisième point, c'est et en plus c'est gagnant pour toi. Parce que tu vas voir que tout ce qui va être modifié, toutes les innovations managériales qui vont être mises en place pour aider à ce que les femmes aient un meilleur accès professionnel, un meilleur développement professionnel, vont te permettre à toi d'avoir un meilleur accès à ta vie familiale et privée. Donc c'est tout bon pour toi. Et tout ce que tu n'as jamais osé dire, toi homme, c'est-à-dire qu'en fait que tu aimerais bien aussi, toi aussi tu aimerais bien partir plus tôt le soir et dîner avec les copains, toi aussi tu aimerais bien dîner avec tes enfants, tout ce que tu n'as jamais réussi à dire, parce que tu sais bien que si tu le dis, tu vas passer pour un loser, tu vas pouvoir le dire. Oui ? Excusez-moi, mais je reviens à ça, hein, quand même, parce que ça fait rire tout le monde quand je parle de pluralité judéo-chrétienne. Ah non, mais il y a ça bien sûr aussi, hein, oui. Non, mais surtout, parce que quand je vois ces trois points, moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois, tu souffres, et tu seras récompensé. Alors que, et tu seras enfin en accord avec toi-même. Alors que si tu es en accord avec toi-même, c'est là que tu vas mieux travailler. Moi, c'est comme ça que je pense. Alors moi je ne crois pas qu'il souffre là. Hein.
Ils ne souffrent pas là non plus. Hein. En revanche... C'est appuyé sur la performance absolue pour obtenir enfin un épanouissement. Oui, parce que dans la culture d'entreprise aujourd'hui, si vous voulez, un homme ne peut pas. Il sait très bien, hein, il sait que s'il fait état de besoin, un homme qui part à 6 heures le soir parce qu'il a un vrai besoin, il va entendre, c'est arrivé à tout le monde, « Ah, tu prends ton après-midi ». C'est la phrase systématique. Les femmes l'entendent aussi, mais sur les hommes, c'est systématique. Hein. Donc il sait que, et ce n'est pas le chef, souvent, c'est les collègues. Hein, qui eux-mêmes font porter la pression, la culture, en fait, transmettent la culture de l'entreprise. On sait très bien, étant un homme, que si je pars trop tôt, plus tôt que mes collègues, je vais donner le sentiment d'être désinvesti. C'est comme ça. Hein, si je prends mon mercredi après-midi, c'est fini pour moi. Si je refuse une promo parce que là j'ai 2 petits-enfants ou que j'ai mon père ou ma mère qui est mourant et j'ai besoin d'avoir un an tranquille, si je refuse la promo, elle ne repassera pas. Elle ne repassera pas parce que dans les règles non dites d'entreprise, quand on te propose un truc et que tu refuses, c'est terminé pour toi. C'est justement parce que les règles sont non dites. Absolument, c'est non dit. C'est une culture, c'est non dit. On baigne dedans, c'est non dit, mais en fait tout le monde connaît cette culture. Tout le monde sait ce qu'il faut dire ou pas dire. Et c'est là le problème effectivement, c'est qu'ils ne poseront pas le problème. Ils pourraient très bien le poser. Et tout notre enjeu, nous, après, c'est effectivement d'amener les hommes à le poser, le problème. Ils ne le posent pas parce qu'ils supposent que ça va être refusé. Mais comme toujours dans les stéréotypes, parce qu'on est encore dans le stéréotype ou le préjugé, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas si un patron va être ouvert et dire « mais allons-y, pourquoi pas, mais engage-toi, ok, je te fais confiance, fais ton job, tu te débrouilles, tu le fais le soir, le samedi, je ne veux pas le savoir. » Alors après, il y a d'autres inconvénients aussi. Hein. Mais voilà, débrouille-toi, fais ton job. Moi, je me moque de savoir si tu es là ou pas, s'il n'y a pas de réunion, tu pars à l'heure que tu veux. Mais tu fais ton job. Alors Antoine, là on a bien compris avec votre présentation l'intérêt d'impliquer les hommes dans les sujets d'égalité. On a vu une première grille, on va dire, pour essayer de les mettre un peu, pour avoir un peu la bonne communication, parce qu'effectivement culpabiliser, on voit bien que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, marche pas. Parlez-nous un petit peu de votre expérience à Pimene et puis concrétisez entre guillemets vos analyses et vos suggestions. Comment vous y êtes venu et du coup, quel retour vous en faites aujourd'hui? Alors, en fait, il s'est trouvé que moi, déjà, en fait, réfléchissant à ça, ça a percuté un truc personnel que j'avais vécu depuis 2000. En fait, en 2000, alors, ça change, on en parlera peut-être après si vous voulez, que le sujet des hommes et des femmes m'a toujours passionné. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais en tout cas, ça m'a toujours passionné. Et j'y réfléchis depuis presque tout petit. Bon. Mais en tout cas, quand j'avais 40 ans, c'était en 2000, j'ai eu des copains, j'avais des copains autour de moi, des bons copains que je connaissais très bien, avec qui j'avais de vraies relations, et qui allaient très bien, voilà, tout va bien, boulot super, couple génial, mes enfants merveilleux, voilà, tout va bien. Bon. Et puis j'apprends incidemment, par leurs femmes souvent, que en fait ça va très mal. C'est bizarre quand même, je l'ai vu hier soir, on se connaît bien, on était tranquille, etc. Il m'a rien dit, le masque, bon. J'ai dit bon, et c'est là où j'ai compris la notion des stéréotypes, etc. Disant, bon, mais effectivement, ils ont pas le choix, c'est comme ça, un homme, ça assure, ça peut pas être faible, c'est voilà, bon, très bien. Et donc je me suis dit, mais bon, il y a quand même un problème, c'est que ces gars, ils n'en parlent pas, et en fait, tout ça, ça boue, ils sont faits tout seuls, et en fait, c'est compliqué. Et j'avais l'exemple de 2 ou 3 d'entre eux où ça allait vraiment mal, où ça a fini par des choses pas glorieuses. Bon. Et je me dis, mais en fait, il faudrait absolument que ça sorte, que ça puisse être verbalisé. Et en fait, j'ai eu l'idée à ce moment-là d'organiser un week-end, on est parti à 15 hommes, à peu près de même âge, de même boulot à peu près, pour discuter ensemble. Alors c'était très on va faire une marche sportive. Il fallait que je sois viril. Hein. Ça pouvait pas être un groupe de parole. Personne ne serait venu. Hein. Bon, ça faut tenir. Les codes là les codes sont précis. Hein. C'était quand même dit qu'on allait parler. Oui. On était là pour aller marcher ensemble dans la campagne, une belle campagne, 2 jours, voilà, pour parler, discuter, parler du sens de notre... Oui, effectivement, le mot était posé, hein, mais dans une bonne convivialité, en bouffant bien, en picolant, etc. Bon, très bon. Bon, donc on est parti à 15. Les échanges dans ce groupe ont été spectaculaires, vraiment spectaculaires. Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est qu'ils n'étaient pas spectaculaires parce que le groupe était spécial, mais parce qu'il y avait une bienveillance claire, un non-jugement donné dès le départ comme base de
de nos échanges. Et là, effectivement, j'ai entendu des choses que j'ai entendues après pendant 12 ans, parce que j'ai continué ce groupe pendant 12 ans, avec une sortie de l'omerta masculine, vraiment claire, en disant, voilà, bah, moi, en fait, c'est vrai, et une phrase que j'ai entendue 1000 fois, c'est « je réussis », mais 1000 fois, vraiment, je réussis au sacrifice de ma vie personnelle et familiale. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est comme ça. J'ai pas le choix à la fois parce que c'est ce que me demande la société, c'est ce que j'ai en moi et je le discute même pas. Ce que m'ont transmis mes parents, c'est mes copains d'école, d'université, ça, c'est pareil. Donc voilà, c'est ma vocation d'homme. Et qui plus est, et je disais tout à l'heure que c'est là où les hommes sont en danger, et qui plus est, parfois, c'est aussi ce que me demande ma femme. Parce que je n'aurai son respect ou son amour que si je suis un mec qui réussit. Alors, à tort ou à raison. J'ai vu au moins un cas où c'était à tort, où en fait, la femme était justement complètement l'opposé de ça, et le gars ne l'avait pas compris et vu. Et donc, j'étais frappé par le fait de voir à quel point il avait des stéréotypes sur elle en tant que femme. Bon. Mais j'ai vu d'autres cas où c'était parfaitement vrai. Donc, vous avez ces hommes, effectivement, qui sont dans un espèce de tunnel, et nous, on parle là de plancher de verre, effectivement, qui les isole dans le monde professionnel et qui leur interdit d'avoir accès, finalement, au monde de la vie privée et personnelle. Et ça, donc, j'ai continué ça pendant 12 ans, un peu différemment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai organisé un pot, un peu comme ça. Tous les premiers lundis du mois, on se réunissait dans un bar où j'habite à Chatou, et où on discutait autour d'une bière de ces problèmes-là. Et en fait, ça a duré 12 ans. C'était vraiment très bien, très riche, etc. On était 60 à la fin. Bon. Et puis, il y a un moment, je me dis, mais en fait, il faut aller plus loin. C'est sympa, ce groupe, 60, bon, très bien, c'est convivial et tout, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est là où j'ai créé l'association Mercredi, c'est papa, en me disant, mais en fait, il faut faire sortir cette idée, il faut verbaliser l'idée que les hommes ont intérêt à l'égalité professionnelle, qu'ils ont tout à y gagner, qu'il faut qu'ils s'engagent aux côtés des femmes pour l'égalité professionnelle, et qu'on ne peut pas passer sous silence, en fait, cette frustration masculine. Ce n'est pas une souffrance, sauf exception, c'est une frustration. On parle de discrimination pour les femmes, moi je parle de frustration pour les hommes, c'est pas la même chose. Mais néanmoins, ça me montrait qu'il y avait un intérêt, une synergie à bâtir entre mes femmes sur ce sujet-là. Et donc l'association a été faite pour ça, c'est pour créer effectivement cette synergie, parler aux hommes de ce sujet et les impliquer dans la politique d'égalité professionnelle en leur disant qu'ils avaient tout à y gagner. On a pris un nom qui était assez bizarre, Mercredi, c'est papa. C'est pas très fun comme nom, hein, je sais pas ce que vous trouvez. Bon. Et en fait, on a voulu dire quoi en disant ça? On a voulu dire, on va parler. Quand on s'est lancé là-dessus, ça paraît pas, ça date d'il y a 2 ans et demi, c'est pas vieux, mais il y avait que des femmes sur le sujet, 100% de femmes. Et des femmes en général assez féministes, donc assez bon. Qu'un homme commence à parler sur ça, c'était pas forcément bienvenu. Et donc, on a choisi un nom qui permettait d'arrondir les angles en disant, voilà, on sait qu'il y a un enjeu professionnel, on sait aussi qu'il y a un enjeu privé. On sait aussi, il y a des vases communicants entre le temps des femmes et le temps des hommes, entre le temps professionnel et le temps familial. Et donc, si on veut que des femmes puissent être plus disponibles dans la vie professionnelle, il faut forcément que les hommes soient plus disponibles dans la vie privée. Bon. Donc, il y a à changer des choses dans la vie privée, dans la vie des couples, dans la vie des familles, et il faut bien évidemment que les hommes s'y investissent plus. Et c'est pour ça qu'on a dit ça avec ce nom Mercredi, c'est papa, on a dit, ok, on le sait, et on est prêt à bouger des choses, nous, dans l'association, on est prêt à bouger des choses dans la vie de famille, pour effectivement, il n'y a pas que le boulot, il y a aussi la vie de famille. Alors on a écrit beaucoup dans l'association, j'ai dû écrire une douzaine d'articles en fait sur le sujet, on a été beaucoup sur Twitter. On a contacté les politiques, on a eu un succès vraiment immédiat là-dessus. On a été en fait, après un temps d'observation, très bien accueillis par les publics de femmes, les réseaux de femmes, etc., très bien. Et en fait, l'association a bondi médiatiquement, puisqu'en 2 ans, enfin, là, on est passé 3 fois aux 20h, TF1, France 2 en 3 mois, enfin, c'est hallucinant. On a vraiment des pages sur Le Monde, des pages sur Le Valeup, sur Le Point, c'est juste hallucinant. Comment ? La célébrité. Presque. Enfin, en tout cas, vraiment un sujet qui a percé. Bon. Mais à un moment, on s'est dit, bon, c'est bien de percer médiatiquement, c'est bien que nos articles soient lus, mais enfin, ils sont lus quoi? Soyons honnêtes, ils sont lus par 1500 personnes au mieux à chaque fois. C'est pas ça qui va changer la vie non plus, même si c'est beaucoup de DRH, beaucoup de gens qui travaillent dans cet univers-là. Et là, on s'est dit, il faut être beaucoup plus concret, et il faut faire bouger les choses sur le terrain.
en impliquant les hommes, en faisant qu'eux-mêmes découvrent ce qu'est l'égalité professionnelle et l'avantage qu'ils ont à y trouver. Et c'est là où on a lancé le programme Happy Men, qui a été officiellement lancé le 13 juin dernier. Et Happy Men, c'est un concept pour les entreprises. Alors on pense qu'on va le faire un jour, le sortir du monde de l'entreprise, mais on n'en est pas encore là. En fait, l'idée, c'est que dans chaque entreprise, on va créer des cercles Happy Men. Des cercles Happy Men, c'est exactement ce que je faisais avant. C'est qu'en fait, on prend des référents Happy Men, qui sont des volontaires. Moi, je les forme au sujet de l'égalité professionnelle, et je les forme à comment animer un cercle, avec, là encore, le non-jugement, les machins, etc. Et en fait, ils vont, dans leur entreprise, animer ce cercle, à peu près tous les 2 mois. Ils vont réunir une vingtaine d'hommes, en gros. C'est une vingtaine parce que en fait, ça veut dire que chaque fois qu'ils vont se réunir, ils vont être une douzaine. Il y en a toujours 6 ou 7, 8 qui ne pourront pas être là. Mais à 12, on peut discuter bien, voilà, on peut vraiment échanger. Et donc, le principe, c'est qu'ils vont dans un café, un resto, et ils déjeunent ensemble. Ils ont 4 heures ensemble, avec 2 heures pour discuter de problèmes. Alors là encore, c'est toujours positionné très... la porte d'entrée business. Vous avez parlé performance de l'entreprise, management et double épanouissement. On ne dirait que vous venez parler de vos questions de couple, etc. On n'aurait pas un homme. Ce n'est pas le lieu de l'entreprise. Donc on rentre par le business, par la performance et par le management. Mais en fait, l'essentiel des discussions se passe sur les questions personnelles. Et donc dans ces cercles Happy Men, il y a 3 enjeux. D'abord, chaque homme doit prendre un engagement. Très simple, très modeste, libre, faire un pas en avant. On sait que l'expérience de l'égalité professionnelle est vraiment fondatrice. Il ne faut pas faire une révolution. Nous, il y a encore un truc là, on parle de révolution douce chez nous, et c'est vraiment un concept qui est très fort pour nous, qui est très... on ne pense pas aux révolutions par les lois, par les interdictions générales, ça. On pense qu'il faut que chacun se bouge un peu, et que si chacun se bouge un peu, et que si chacun a envie de se bouger un peu, alors on peut faire une révolution, mais en douceur. Bon. Et là, on leur dit, tu prends un engagement, un petit engagement, mais tu le tiens. Tu le tiens pendant 1 an. Donc, on a une liste d'engagements sur le site, on va le voir. On a 33 engagements. Ils peuvent inventer leur propre engagement. Et en fait, ces engagements, ils sont soit dans la vie pro, soit dans la vie privée. Dans la vie pro, c'est, par exemple, j'arrête de faire des blagues sexistes. C'est tout bête, mais le premier niveau de féminisme d'une femme, en général, c'est ça. C'est je ne peux plus supporter les blagues sexistes. Bon. C'est juste arrêter ça. Juste comprendre que l'humour, c'est pas neutre. Et que quand on fait des blagues, ça peut être drôle, n'empêche que ça va toujours dans le même sens, qui est la délégitimation professionnelle ou intellectuelle d'une femme. Toujours. Toujours. Donc voilà, on va dire, ok, c'est sympa, mais rends-toi compte aussi que cet humour, il crée aussi un environnement, je dirais une typologie de comportement masculin qui peut être aussi enfermant pour les hommes. Voilà, donc faire attention à ça. Ça peut être aussi simplement aller voir sa collègue de travail et lui dire, est-ce que tu penses que tu as moins d'opportunités professionnelles que moi? C'est tout bête, On sait, à plus de 70%, les hommes pensent qu'il n'y a aucun problème d'égalité pro. Moins de 30% pour les femmes. Donc en général, quand ils vont aller voir leurs collègues, ils vont voir une collègue qui va dire, mais évidemment, et tu t'en rends pas compte. Et là, en fait, en toute bonne foi, ils pensent que c'était un problème dans le temps, quoi. 25 ans avant, oui, il y avait un problème, bien sûr. Maintenant, c'est fini. Puis ils découvrent que, non, la collègue, là, je la connais, machin, truc, elle me ment pas, elle me raconte pas de salade, elle me dit que, non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas vu de la même manière, que le chef lui parle pas de la même manière, qu'elle a pas pu elle, aller à la formation truc, qu'elle n'a pas pu, etc., etc., etc. Ça peut être, dans mon équipe, je pose la question des horaires. Alors c'est pas, là encore, c'est pas le chevalier blanc, ce truc, avec tout le monde à 6 heures, pour tout le monde, pour toute la boîte. Ça marche jamais, ça. C'est-à-dire, dans mon équipe, là, voilà, on est 7, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut réguler un peu ça? Ok, il y a des exceptions, on sait, il y a des fois où il y a une charrette, on va finir à minuit, très bien. Mais en règle générale, est-ce qu'on a besoin de faire la réunion entre sexes? Mais on a besoin, les femmes ont besoin de se parler entre elles parfois, les hommes ont besoin de se parler entre eux parfois. Donc on se parle chacun dans un certain univers et on organise un dialogue de manière à ce que ce soit clair qu'on travaille ensemble pour les mêmes buts. Et donc par exemple, s'il y a un réseau de femmes, on fera 2-3 temps forts par an qui seront les mêmes. On parlera un cas de parentalité, un cas de management, voilà, peu importe, mais on aura des temps forts en commun. Donc une parole entre hommes, une parole entre femmes et en dialogue. Donc voilà, et les cercles Happy Men, c'est ça. Et c'est un programme qui est soutenu par 6 grands groupes aujourd'hui, qui marche très bien. Les cercles, alors il y a aussi... Les 6 grands groupes, je pense que... Oui, il y a Orange qui était partenaire fondateur, Cofeli GDF Suez, Cofeli c'est la filiale énergie de GDF Suez, le Crédit Agricole, la BNP, ING Barings et Accenture. Et dans ces groupes, il y a maintenant 20-25 cercles Happy Men qui se sont créés. Une obligation dans les cercles, parce que chaque cercle, il doit y avoir un homme qui quitte le cercle
et qui créent son propre cercle dans l'année. C'est qu'ils doivent essaimer, c'est l'obligation. Alors, c'est parce que ça force effectivement à ce que ça se développe, et aussi, dans la mentalité masculine, il ne faut pas que les hommes soient propriétaires de leur cercle et qu'ils se vexent si un homme s'en va. Donc, dans leur vocation, dans leur boulot de chef, entre guillemets, ils doivent faire que des hommes quittent le cercle et créent leur propre cercle. Et effectivement, ce qu'on souhaite, là, chez Orange, on est parti à 3, on est à 15. Voilà, ça diffuse et on espère effectivement à un moment avoir des centaines de cercles Happymen qui amèneront les hommes à discuter, à verbaliser ce sacrifice excessif de la vie personnelle et familiale et à verbaliser qu'on pourrait très bien travailler autant ou plus, être efficace autant ou plus, sans faire le sacrifice de notre vie privée ou familiale, si on avait une meilleure souplesse dans l'organisation, plus de confiance dans le management, etc. etc. L'enjeu, je finis juste là-dessus parce que c'est une chose sur laquelle il ne faut pas se tromper, et pour le coup, si vous invitez Lors, vous verrez que François Fatou ne dit pas la même chose que moi là-dessus. L'enjeu, ce n'est pas de dire aux hommes, levez le pied professionnellement, ce que leur ont dit beaucoup les femmes, pour mieux vous investir dans la vie de famille. En immense majorité, ça n'est pas entendu. En immense majorité. C'est, tu peux travailler autant, sinon plus, du moins autant, au moins aussi efficacement, tout en ayant un bien meilleur accès, si tu le veux, à ta vie professionnelle, à ta vie privée et familiale. Donc, tu peux gagner sur les deux tableaux. Ce n'est pas l'un contre l'autre, tu peux gagner sur les deux tableaux. Et là encore, pardonnez-moi parce que c'est trivial, mais on est dans un langage très masculin. C'est pas tu vas larguer l'un, rater l'un pour réussir l'autre, c'est tu peux tout réussir. Et si tu réussis l'un et que tu rates l'autre, en fait, tu n'es pas un winner, tu es un loser. On le dit comme ça, c'est brutal, c'est trivial, j'en ai bien conscience, mais c'est entendu, Souley, c'est entendu. Mais l'important, c'est le résultat, finalement. C'est le résultat. Et alors, est-ce que du coup, vous commencez à constater justement des lignes qui bougent chez Orange, par exemple, avec qui vous avez démarré? Est-ce qu'il y a des impacts, justement, sur le management, la rétention des talents? Alors, ça bouge, j'ai plein de témoignages, mais je ne peux pas encore, c'est trop récent, juin c'est encore trop récent. Et c'est vrai que notre approche, effectivement, c'est de bouger les gens. Donc, c'est forcément plus lent au démarrage. Il faut générer des cercles qui vont essaimer, qui vont se développer, etc. Et il y a un moment où ça devrait être beaucoup plus puissant. Pour comparer, on a une stratégie à la Red Bull, c'est en fait de commencer petit avec des aficionados, et puis qu'à un moment, boum, ça explose. C'est ce qu'on cherche. Bon, on n'en est pas là. Et alors, vous avez parlé, comment sont constitués des groupes Alors, ce sont toujours des volontaires. Et les référents, il y a en général 3 hommes qui animent chaque groupe. On les prend autant que possible, enfin on demande à l'entreprise, mais elle fait ce qu'elle veut, de les prendre autant que possible à 3 niveaux hiérarchiques. Un, codir si possible, aussi haut que possible, un au milieu et un en bas. Alors, aussi tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait un rôle modèle de pouvoir masculin, et il faut qu'il y ait aussi une personne qui bosse pour organiser le truc, etc., un minimum, et en fait, c'est celui qui est en bas. Mais il y a des groupes qui n'ont pas été faits comme ça du tout, où c'est 3 DG, où ils ont réuni dans leur groupe que des DG, à chacun de voir. Mais en tout cas, c'est toujours volontaire, et si possible, assez diversifié, et en tout cas, toujours avec des gens à haut niveau, au moins une personne à haut niveau de pouvoir, pour avoir un rôle d'image. Je le fais, donc tu peux le faire. Tu ne vas pas être stigmatisé puisque moi je le fais. Alors là, pour l'instant, cette expérience est portée surtout sur des grandes entreprises, oui. Donc même des très grands groupes français ou internationaux avec Accenture. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour ce type d'expérience dans des entreprises de taille plus petite, voire même dans des PME? Oui, alors je pense qu'en fait, il faudra faire des groupes qui soient inter-entreprises. Il faudra sortir du cadre d'une entreprise et le faire en inter-entreprise. J'en suis convaincu. Il me faut beaucoup plus de moyens. Voilà, j'en suis pas là. Mais c'est une chose auquel on pense beaucoup. On a besoin. Nous, l'expérience qu'on a fait au départ de ce groupe d'hommes qui a fini par être 60, on l'a fait hors entreprise. Et ça marche extrêmement bien. C'est presque plus facile quand on n'est pas de la même entreprise de parler. Donc, à un moment ou à un autre, il faut le faire. Mais il faut une structure où on ait des cercles Happymen et des associations filialisées finalement dans les grandes villes françaises, dans les machins, etc. Bon, c'est tout un boulot. On est, comme dans toutes les assos, on est 10 au bureau et 2 à travailler. Donc, je vous fais pas un dessin. Alors, il y a des questions au fond. Nous avons encore plein de choses avant de dîner, donc ne voulant pas trop... savoir sur le sacrifice de la vie personnelle, oui. etc. Est-ce que vous voyez des différences en termes de génération? Est-ce que les jeunes générations ont le même rapport à ça que les nouvelles? Alors, oui et non. Les hommes de 20 ans et les hommes de 40 ans, est-ce qu'ils pensent la même chose? Alors, oui et non, Souley. Pas tout le temps. Non. Alors Souley, dans les si on parle de la génération Y, en gros, la génération Y, elle déclare, effectivement, dans ses déclaratifs, elle est beaucoup plus égalitaire.
très clairement. Hein. Bon. Plus intelligent. Non, j'ai pas dit ça. Du tout. Elle est beaucoup plus égalitaire. Je dirais, c'est une relation globale au travail. Hein. C'est pas forcément, voilà. Elle est plus égalitaire. C'est ça le cœur du problème, c'est ça, c'est la relation globale au travail. Alors, parce que vous parlez beaucoup de hiérarchie verticale et de choses comme ça qui sont extrêmement pesantes pour tous les gens, ouais. qu'ils soient hommes ou femmes. Ouais. Et alors que la génération Y parle beaucoup de collaboration. Oui. C'est beaucoup plus riche. Bien sûr, mais tout l'enjeu de ce nouveau management, c'est ça. Hein. C'est la confiance, c'est la collaboration, c'est un mode différent de leadership, c'est changer les représentations. Mais il y a un bémol quand même à ça, c'est que la génération Y, elle a moins de 30 ans, hein, en gros. Elle a moins de 30 ans, l'âge du premier enfant pour une femme, c'est 30,1 ans. On sait que c'est là où les choses se structurent, parce qu'il y a beaucoup plus lourd en termes de stéréotypes que homme ou femme. Il y a bon père ou bonne mère. Être un bon père ou une bonne mère, c'est extrêmement structurant. Et on sait que non seulement ça commence effectivement au premier enfant, mais que ça tombe comme une chape au deuxième enfant. Pas au premier, au deuxième. Au deuxième, là, les hommes et les femmes deviennent... Enfin, on intègre complètement, j'ai à être un bon père de famille, j'ai à être une bonne mère de famille. Et là, c'est extrêmement structurant, si vous voulez. Et c'est tellement structurant que j'ai un peu de doute à imaginer que la génération Y échappe à ce rouleau compresseur de structuration. Donc, c'est vrai que dans ces déclaratifs, elle est différente, que l'entreprise en tienne compte, que c'est un élément qui pousse à ce que le management soit, enfin, qu'il y ait des innovations managériales complètement cohérentes avec celles dont on a besoin pour l'égalité pro. Dire que cette génération va résoudre le problème, je ne le crois pas une seconde. Pas une seconde.